Donc, bonjour et bienvenue, mon nom est Lionel Bory. Aujourd'hui, je vais vous parler de Machine Platform, un outil de gestion de machines et d'énergie. C'est un outil que j'ai eu l'occasion d'améliorer durant 15 semaines dans la société EVS, en étant encadré d'une part par mon maître de stage, M. Éric Réquin, ainsi que mon promoteur, M. Simon Guénard. Donc avant de commencer cette présentation, je vous propose de parcourir rapidement les quelques points qui vont être abordés durant cette dernière. Donc, dans un premier temps, je vous présenterai brièvement l'entreprise dans laquelle j'ai réalisé mon stage, puis des problématiques qui étaient liées à Machine Platform ainsi que celles qui étaient liées à mon travail de fin d'études. Puis je parlerai plus concrètement du projet ainsi que de sa réalisation, tout en évoquant les technologies qui ont été utilisées. Enfin, je conclurai par un bilan personnel sur les tenants et aboutissants du projet, ainsi que par une séance de questions-réponses. Donc tout d'abord, EVS, qu'est-ce que c'est? EVS, c'est une entreprise qui opère dans le secteur du broadcasting, c'est-à-dire de l'enregistrement et de la diffusion de contenu vidéo. Elle a été fondée en 1994 à Liège par Pierre Loès et Laurent Maillot et compte aujourd'hui plus de 600 collaborateurs répartis dans plus de 20 bureaux. Il est important de noter d'ailleurs que la moitié de ces collaborateurs est entièrement dédiée à la recherche et au développement et que j'ai eu la chance de rejoindre l'une des équipes de ce département, l'équipe intégration. Elle s'occupe principalement du bon déploiement d'une des solutions phares de l'entreprise nommée Viama. Il s'agit ni plus ni moins que d'un écosystème de solutions logicielles pouvant communiquer afin de permettre aux producteurs et aux diffuseurs du monde entier de pouvoir enregistrer, éditer, classifier ou encore même diffuser des contenus vidéo. On peut également retrouver d'autres produits comme la Live Slow Motion Remote qui, comme son nom l'indique, permet de réaliser des ralentis vidéo, et, comme lors de matchs de football par exemple. Et enfin, on peut également retrouver des serveurs permettant d'enregistrer et traiter des flux vidéo. D'ailleurs, en parlant de serveurs, EVS en dispose de plus de 6000. C'est un nombre relativement conséquent, et dès lors, il convient de disposer de logiciels afin de les gérer. Donc, avant la création de Machine Platform, certaines équipes d'EVS disposaient de leur propre manière, de leur propre méthode d'organisation. Certaines utilisaient un fichier Excel, d'autres utilisaient une page Confluence, et enfin, certaines avaient des informations dans un recoin de leur tête. Dès lors, il pouvait être assez compliqué de consulter les informations concernant une machine lorsqu'on souhaitait l'emprunter. Et c'est là que Machine Platform intervient. Machine Platform, c'est une application web ainsi qu'une API permettant aux employés d'EVS d'inventorier leur machine, mais également de réaliser des opérations de mise sous tension. Il est important aussi de noter qu'on peut lier ces mêmes opérations de mise sous tension à des plannings afin de réaliser des économies d'énergie et réaliser bien plus encore. Dès lors, on pourrait se poser la question de quel était donc l'objet de mon travail de fin d'études. Alors comme je l'ai dit, EVS dispose de plus de 6000 machines. Cependant, lorsqu'on arrive sur Machine Platform, ce n'est qu'environ 2000 machines qui sont enregistrées. Pour pallier ce problème, mon maître de stage m'a tâché d'améliorer l'expérience utilisateur afin d'amener plus d'équipes à encoder leurs machines dans l'outil et donc de bénéficier de cette meilleure vue d'ensemble et donc de réaliser par extension des économies d'énergie. Pour ce faire, il a également recensé plusieurs fonctionnalités, dont voici une liste non exhaustive que je décrirai tout au long de cette présentation. Alors, je préciserai notamment et parlerai de l'organisation des setups, de l'amélioration des performances et également de l'autocomplétion des tailles d'une machine. Il y a bien plus de fonctionnalités ou d'opérations que j'ai eu l'occasion de faire, comme la refonte de l'API, des améliorations ergonomiques comme l'option C-Refing, ou encore l'amélioration du système de journalisation et bien plus encore. Mais je vous propose de commencer par la première fonctionnalité qui a occupé mes premières semaines chez EVS, l'organisation des setups. Mais avant, je vais parler un petit peu de comment les équipes interagissent avec leurs machines. Donc, il est important de comprendre que les machines exécutent des logiciels parfois relativement conséquents. On peut parler de plusieurs centaines de gigas, et dès lors, on va les installer sur plusieurs machines. Ces machines vont être amenées à communiquer ensemble, et on parlera donc de setup. Vous pouvez être organisé notamment par client, par cluster ou en fonction des besoins de l'équipe. Pour interagir avec, les employés disposaient de l'interface suivante. On peut voir tout de suite qu'il y avait une certaine structure qui s'imposait. Donc, dans un premier temps, on pouvait voir qu'il y avait en préfixe le nom de l'équipe, suivi du nom du setup. Alors, on peut tout de suite un peu traduire aussi un certain besoin pour une hiérarchie, puisqu'ici on a une lecture relativement à plat, et donc de pouvoir bénéficier d'un système de dossiers avec des sous-setups, par exemple. D'autre part, on peut également voir qu'un setup un peu particulier, donc ici le setup over, servait de setup global. Donc, il permettait notamment aux équipes d'enregistrer toutes les machines qui leur appartenaient. Et lorsqu'il fallait ajouter une machine, il fallait systématiquement penser à l'ajouter non seulement au setup auquel elle appartenait, mais également à ce setup global. Donc ça pouvait évidemment mener à des oublis, voire même des erreurs. Donc, pour pallier ce problème, j'ai décidé tout simplement d'introduire la notion de sous-setup. Elle permet
permet tout de suite d'avoir une vision plus claire sur les équipes, ainsi que leur setup. Et d'autre part, on peut enlever notamment un des setups, le setup overs, afin que celui-ci soit remplacé par un setup principal qui est My Team. Ainsi, les employés d'EVS ne devaient plus penser systématiquement à ajouter leur machine au setup global. Donc, lors du développement de cette fonctionnalité, j'ai constaté quelques petits problèmes de performance, notamment au niveau de l'application web, ainsi que de l'API. En effet, lorsque j'arrivais sur une page, cela pouvait prendre jusqu'à 3 voire 4 secondes avant de voir quelque chose s'afficher. D'autre part, ça a été l'un des premiers commentaires que j'ai reçus en arrivant sur Machine Platform. Machine Platform était lent. Et c'est là où j'ai décidé d'entreprendre une certaine analyse pour vérifier et constater d'où venait ce problème, d'où venait cette lenteur. Donc là, je vais expliquer le parcours d'une requête qui est envoyée par l'application web. Dans un premier temps, elle va recevoir la requête, puis effectuer toute une série d'opérations, comme l'authentification, afin de vérifier qui réalise la requête, l'action. Par exemple, on va dire que John tente de supprimer un setup, puis on va effectuer toute une série de vérifications qui étaient plutôt liées au domaine métier de l'application. Donc vérifier est-ce que ce setup existait bien, est-ce que John disposait bien des permissions nécessaires pour supprimer ce setup, et ainsi de suite. Par la suite, si aucune de ces vérifications ne venait à échouer, on pouvait traiter l'action et enfin répondre à l'application web. Il convient évidemment de dire que si une des vérifications venait à échouer, on répondrait en adéquation. Et donc, lors de cette analyse, je me suis rendu compte que la phase de vérification posait problème. En effet, celle-ci faisait appel à une ressource externe, l'API LDAP Authenticator. L'LDAP Authenticator, c'est une API qui interagit avec l'Active Directory de l'entreprise, c'est-à-dire un annuaire permettant de recenser l'ensemble des employés d'EVS, mais également de représenter un système d'authentification centralisé. Alors, dans le cadre de Machine Platform, ici, on l'utilisait notamment pour récupérer les groupes d'un utilisateur et ensuite évaluer les permissions de ce groupe afin de vérifier s'il y avait les permissions nécessaires sur un setup donné. Cependant, cette récupération se faisait systématiquement, donc aussi bien pour de la consultation, de l'édition ou encore même de la suppression. Donc, pour pallier ce problème, étant donné que ces groupes ne changeaient pas fréquemment, j'ai décidé tout simplement d'introduire un système de caching, offert d'ailleurs par les solutions de Microsoft. D'une part, ça a permis d'alléger l'API LDAP Authenticator qui est utilisé par d'autres outils d'EVS, mais également de rendre Machine Platform un petit peu plus rapide. Donc pour continuer, je vais aborder maintenant l'une des fonctionnalités qui me paraît le plus important de mon stage, puisqu'en effet, elle permet aux employés d'encoder plus facilement leur machine. Donc ici, je vais prendre un cas concret. Donc un employé de VS va mettre régulièrement à jour l'une des machines, donc ici la machine 1, et va la faire passer dans sa version 2.0 par exemple. Une fois que c'est fait, il doit systématiquement, normalement, penser à mettre également à jour cette information dans Machine Platform, ce qui peut être relativement chronophage et sujet aux erreurs, voire aux oublis. Donc, ce serait dès lors plus intéressant d'arriver à une situation similaire à celle-ci. En effet, l'employé n'aurait plus à se soucier de Machine Platform, mais uniquement de la machine. En effet, on pourrait demander à Machine Platform d'aller consulter les informations pour nous et donc de disposer en fait de dernières informations systématiquement et à intervalles réguliers. Pour réaliser ça, j'ai eu l'occasion de réaliser deux services. Un premier nommé Auto-Discovery, qui serait capable de détecter les produits installés sur une machine et en même temps d'en extraire les informations. Le deuxième service me permettait de réaliser cette action à intervalles réguliers et donc d'éviter que l'employé aille systématiquement à penser à réaliser cette action. Et donc, ce qui m'amène à aborder désormais les technologies qui se cachent derrière Machine Platform. Donc, comme je l'ai énoncé précédemment, l'application web, Machine Platform est composée d'une application web ainsi que d'une API. Alors, du côté application web, on peut retrouver une application React. Du côté API, une application ASP.NET Core. Donc, c'était des technologies qui m'étaient imposées puisque le projet existait déjà. On peut également retrouver le LDAP Authenticator que j'ai décrit brièvement précédemment, donc, qui permettait justement de récupérer un token JWT, mais également de récupérer les groupes. Et enfin, pour persister ces données, les données des utilisateurs et leurs machines, c'était une base PostgreSQL qui était utilisée. Et pour toute la mise sous tension des machines, c'était un microservice nommé Energy Saving Planning qui était utilisé. Pour mettre à disposition ces services, ceux-ci ont été conteneurisés dans des images Docker. Donc, j'ai eu l'occasion notamment de les mettre à jour tout au long de mon stage, et grâce à un outil qui s'appelle Portainer. Ce
Celui-ci permet de décrire tout simplement un fichier Docker Compose et donc d'exposer des conteneurs avec les images des différents services. Cependant, pour pouvoir lancer des conteneurs, il faut disposer d'images. Et c'est là où j'ai pu toucher entre guillemets à une chaîne d'intégration continue nommée TeamCity. Celle-ci me permettait non seulement de construire le projet, mais également d'exécuter les tests que j'avais écrits durant tout mon stage, puis ensuite d'empacter tout ça dans une image Docker, et enfin de la publier dans un dépôt d'artefacts nommé JFrog Artifactory. Et donc voici qui m'amène désormais à la conclusion de cette présentation. Donc la majorité des objectifs de mon stage ont été atteints. Alors il y en a effectivement un que j'aurais bien aimé réaliser durant mon stage, qui était l'auto-shutdown, qui consistait à aller récupérer les informations CPI d'une machine et statistiquement pouvoir déterminer si elle devait être éteinte ou non en fonction des désirs de l'utilisateur. Cependant, j'ai eu quand même l'occasion d'apprendre beaucoup, tant sur le plan technique que sur le plan humain. Donc, du point de vue technique, j'ai eu l'occasion d'apprendre auprès de personnes passionnées. Je pense notamment à Thibaut Maréchal, qui était senior développeur front-end chez EES, ainsi que mon maître de stage pour toute la partie back-end. Puis aussi, durant tout ce stage, j'ai eu l'occasion de découvrir comment on pouvait mêler software et hardware, comment on pouvait allumer des machines grâce à des protocoles qui m'étaient totalement inconnus. Enfin, pour l'apprentissage humain, j'ai eu l'occasion de découvrir comment une entreprise de l'envergure de VES pouvait s'organiser, donc grâce notamment au Scale Agile Framework. Et enfin, j'ai eu même l'occasion de pouvoir aider à l'international, donc avec notamment les bureaux du New Jersey. Donc j'ai eu l'occasion de pouvoir un peu découvrir également lors de cette entraide, de pouvoir voir tout simplement le schéma réseau et de voir comment les paquets transitaient sur le réseau interne de EDF. Donc pour moi, ça a été un stage relativement complet qui m'a amené tout simplement à passer par toutes les étapes du cycle de développement de produits comme machine plateforme. Et pour moi, ça a été une expérience relativement enrichissante et assez unique. Donc je conclurai là-dessus. Merci de m'avoir écouté, merci à mon maître de stage, à mon promoteur, M. Simon Menardi, et désormais je vous propose de poser des questions et réponses. Merci Lionel. Y a-t-il des questions? Comment se passe la mise en ligne d'une machine? La mise en ligne. Oui, donc le démarrer automatiquement. Ah oui, ok. En fait, ça va dépendre. Donc, si je reprends un petit peu. Si je reprends la bonne slide, voilà. Donc, en fait, on va arriver typiquement. Alors, ça pourrait être l'application web ou un client HTTP qui va envoyer une requête donc, à l'API de machine plateforme. Il faut comprendre qu'en fait, on peut également verrouiller. Donc, ça, c'était aussi une des fonctionnalités qui était possible. On peut verrouiller une machine. Alors, c'est un verrou qui est totalement fictif, entre guillemets, hein, de practice. Et donc, tous les employés vont utiliser en fait l'API de machine plateforme afin de pouvoir ensuite vérifier est-ce qu'il a la permission d'allumer la machine, d'interagir avec. Et puis, par la suite, s'il a l'autorisation de contacter l'Energy Selling Client, qui n'est ni plus ni moins aussi qu'une API ASP.NET Core, donc c'est un microservice qui va aller contacter donc soit l'API de Vesper si c'est une machine virtuelle, ou alors on utilisait également des protocoles comme IPMI, ou alors il y a même des protocoles aussi qui étaient internes à ES. Je pense notamment au XPM. Voilà. Le Magic Packet. Non, ça il n'y a pas eu de. Il y avait des wake-up online, mais ils ont été abandonnés. Tu parlais, tu avais dû mentionner la refonte de l'API, l'API. Tu peux nous parler de Pourquoi avoir réalisé cette refonte? En fait, j'ai assez rapidement constaté qu'il y avait quelques petits problèmes en termes de lecture au niveau de l'API. Donc, on pouvait avoir accès à une API de type une documentation Swagger. Et en la consultant, j'ai remarqué qu'il y avait des routes qui se ressemblaient. Je pense notamment à une route qui permettait de /API/machines, une autre qui était /API/machine au singulier. Et en fait, elle permettait non pas de réaliser les mêmes actions. La première permettait effectivement de récupérer les machines, par exemple, mais la deuxième permettait de verrouiller une machine avec un get.
Donc pour moi, j'ai constaté qu'il y avait plusieurs petits cas comme ça qui devaient être revus. Et donc j'ai entamé tout simplement une refonte en mettant également un point d'attention sur le fait que c'est une solution existante, donc il ne faut pas casser entre guillemets ce qui existe déjà. Et donc j'ai introduit notamment du versionning pour éviter de perturber les utilisateurs de machines plateforme. Donc ça a été essentiellement ce que j'ai dû faire pour la refonte de l'API. Tu as mentionné, Allez. tu as mentionné des problèmes ergonomiques au début du stage, donc il y a des retours. Oui. Je pense notamment en fait à. Attends, parce que ma question n'était pas finie. Ah oui, Oui, pardon, désolé. Et donc la question, après tu peux dire ce que tu veux dire, mais la question que j'allais poser, c'était et comment as-tu fait pour les résoudre? Est-ce que tu as entamé une démarche UX Alors, comme on aurait l'habitude de le voir peut-être durant le cursus, peut-être pas, parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'avais l'occasion de voir les employés, donc les utilisateurs, durant les sprint reviews. Maintenant, essentiellement, les retours remontaient jusqu'à mon maître de stage, donc c'est lui qui pouvait également me dire, bon, là, par exemple, il y a un petit truc à améliorer ou quoi. Même lorsque je développais les fonctionnalités, je me disais, je vais faire quelque chose qui me semble cohérent et utilisable vraiment par tous les utilisateurs. Donc, une des fonctionnalités qui illustrait bien ça, c'est que en fait, avant d'arriver à ce résultat, on était passé par une étape où on faisait la notion d'équipe, et puis ensuite on est passé sur une notion de sous-setup afin de moins perturber les utilisateurs, que ce soit entre guillemets assez naturel d'avoir une sorte d'extension. Et donc, d'un point de vue ergonomique, j'ai dû un peu revoir certains composants comme celui-ci. Mais suite à tes modifications, tu as eu des retours d'autres utilisateurs, mais ça a été mené, ces retours-là, ou bien ça a juste été des discussions Ça a été plus des discussions qui ont été remontées lorsque c'était déployé dans un environnement de test. Donc il y avait des retours, on disait c'est peut-être mieux de faire comme ça. Donc, ou alors tout simplement dire je trouve qu'il y a un problème, et alors chercher peut-être des solutions sur comment le résoudre. Il n'y avait pas vraiment eu une phase où on s'est dit ok, on va analyser ici. C'était plus on a fait une fonctionnalité, et puis ensuite on l'a fait un peu tester, et puis ensuite on échange vraiment avec les utilisateurs afin que ce soit vraiment en adéquation avec leurs attentes. Ça a été vraiment un peu comme ça durant tout le temps du stage. Comment on travaille avec les teams AWS? L'organisation interne, alors ça dépend. Il y a l'organisation que l'ES adopte, c'était Scale Agile Framework. Maintenant, personnellement, j'ai vraiment adopté une méthodologie agile, donc la méthodologie Scrum, framework plutôt. Donc, dans un premier temps, on faisait des sprints un sprint de 3 semaines, puis ensuite des sprints de 2 semaines, où on avait l'occasion de revoir, de faire un retour sur ce qui s'était passé. Ce genre de choses. C'était vraiment des sprints de 2 semaines avec Scrum. Donc tu as parlé d'une mise en place de cache. Donc c'est après l'authentification que directory, ça. Alors c'est pas tellement l'authentification. C'est la recherche des groupes après l'authentification de directory. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, et c'est ça qui a permis d'augmenter, d'améliorer les performances. Oui, en fait, parce que comme j'ai expliqué, en fait, le problème c'est qu'avant, c'est même après, pardon. Voilà. Donc en fait, à chaque fois on faisait des demandes, ça surchargeait en fait l'API LDAP Authenticator. Et donc parfois, comme elle était surchargée, elle pouvait prendre plusieurs secondes. Et donc je me disais, c'est un petit peu étrange étant donné que ces groupes-là ne changent pas fréquemment. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre un système de caching, pour pouvoir vraiment récupérer ces informations. Quand je dis me poser des questions aussi sur la durée d'utilisation, pour ne pas les garder systématiquement trop longtemps en mémoire, mais ici ça a été vraiment je récupère vraiment les groupes pendant peut-être 30 minutes il me semble de mémoire, et puis ensuite si l'utilisateur ne se connecte pas au bout de 30 minutes, on peut nous donner pas du tout. Donc si on change de groupe, il faut attendre 30 minutes. Oui, c'est ça. Obligatoirement. Oui, c'est ça. C'est un parti pris où on s'était dit ça permet d'améliorer vraiment les performances, et d'autre part vraiment d'alléger les pieds authentiques.
question. Concernant l'outil même, Machine Platform, quelle est la réelle plus-value d'avoir développé un outil en interne qui fait ce qu'il fait, comparé à d'autres choses qui sont relatives, enfin, qui pourraient faire la même chose, qui sont déjà existantes Alors, je vais y aller plutôt par là, parce que c'est un petit peu long. Donc en fait, d'une part, avoir développé un outil comme Machine Platform, ça demandait en fait, admettons qu'il n'y ait même pas Machine Platform, il aurait été nécessaire en fait de trouver un outil, si possible, open source et on-premises. Donc c'est-à-dire vraiment que toutes les données soient stockées chez EBS et non pas dans le cloud. Donc on ne voulait vraiment pas que ce soit hébergé ailleurs. Et en plus, il fallait que cette solution soit extensible pour pouvoir accueillir les protocoles qui étaient propriétaires à EBS. Aussi, ça fait peur. Donc le problème, c'est qu'il n'y a pas spécialement de solution qui rentre encore en compte. Le truc qui se rapproche peut-être le plus, c'est Zabbix et encore. C'est vraiment plutôt adapté à du monitoring plutôt que d'autoriser des choses comme Machine Platform. Et qu'est-ce que. Ouais. Je poserai une question intéressante. Non, j'ai vraiment la plus-value vraiment de. Bon, je ne connais pas l'outil précisément en détail. Ah oui, oui. On peut se dire qu'aussi, on voulait quelque chose de relativement simple, straight to the point, et donc comment faire un outil adapté qui soit sur mesure pour les employés de base. C'est vraiment ça. Par rapport aux performances, ouais. Comment est-ce que tu as fait pour vraiment les mesurer, pour voir que tes actions étaient... Pour les mesurer, dans un premier temps, j'ai constaté ça dans les outils de développement. Puis ensuite, pour vraiment avoir une vue un petit peu plus complète, j'ai utilisé des outils comme Cassis de Grafana, et donc pouvoir extraire vraiment des statistiques, et dire ok, ça va, là je commence à avoir des pics, là ça va. Donc j'ai eu vraiment l'occasion de réduire, je pense, par 5 le temps de réponse pour justement ce genre de requête-là à la récupération des mots. Donc j'ai utilisé des outils comme Cassis, et sinon pour détecter aussi ce genre de problème, j'avais ReSharper que j'utilisais dans Visual Studio. Donc ça me permettait vraiment de voir, ok, il y a beaucoup trop de requêtes, par exemple à cet endroit-là, de temps en temps, là il y a une requête qui prend beaucoup de temps, il faut peut-être l'acheter. Vous avez remarqué une augmentation des machines Alors, pas spécialement, pas pour l'instant, étant donné qu'il y a des fonctionnalités qui ont été développées par mon stage. Je pense notamment à l'autocomplétion des détails des machines, ça a été réalisé durant les dernières semaines. Donc ça a été déployé dans l'environnement de test. C'est encore un peu à vérifier. Dernière question. Dans les setups, avant les employés avaient l'habitude de faire un setup qui était others. Là, tu as une nouvelle version. Comment est-ce que maintenant les employés sont au courant qu'ils doivent tout faire ce setup-là? J'ai eu l'occasion de faire de la documentation, en fait, de pouvoir dire aussi. Toute la documentation de Machine Platform est recensée en fait sur Confluence. Et alors ils peuvent aller un petit peu voir tout simplement qu'est-ce qu'il est possible de faire sur Machine Platform, et aussi il y avait des sprint reviews qui permettaient d'un petit peu annoncer ce genre de fonctionnalité. C'était ça aussi. Ok. Questions? Pas de questions.